En 1860, le produit alimentaire le plus cher sur un marché londonien n'était pas le bœuf. Ce n'était pas des huîtres. C'était un légume qui poussait gratuitement sur la plage. En Angleterre victorienne, un simple panier de cette plante se vendait 9 pence. Cela le rendait plus cher qu'une livre de steak. Il était servi au pavillon royal par les rois. Elle fut cultivée par Thomas Jefferson à Monticello pendant 13 ans. Pourtant, elle poussait à l'état sauvage sur toutes les plages désolées et balayée par les vents, de l'Écosse à la mer Noire. Les marins en mangeaient pour survivre au scorbut. Les jardiniers de l'époque victorienne construisaient des enclos entiers entourés de murs uniquement pour la cultiver. C'était considéré comme le luxe ultime. Un légume si délicat, si savoureux, si complexe, qu'il donnait aux asperges le goût de l'herbe. Puis, il a disparu. Non pas parce qu'elle a disparu. Marchez aujourd'hui sur une plage de Galets dans le Sussex ou en Oregon, et vous pourriez encore y poser le pied. Il a disparu à cause d'un sol fatal. C'est un légume qui exige d'être traité comme un individu. Il ne peut pas être récolté par une moissonneuse-batteuse. Il ne peut pas être emballé par un robot. Et il pourrit quelques heures après avoir été coupé. Au XXe siècle, si vous ne pouviez pas le mécaniser, vous ne pouviez pas le vendre. Voici l'histoire du chou marin, ce mets délicat de l'époque victorienne que l'agriculture industrielle a abandonné parce qu'il causait trop de problèmes. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Avant d'ouvrir ces archives, si ces histoires vous tiennent à cœur, si vous voulez vous souvenir de ce que le monde moderne a oublié, abonnez-vous et activez les notifications. Allons fouiller celle-ci. Les archives débutent en 1731 sur la côte rocheuse et abrupte du Sussex, en Angleterre. Un botanien du nom de Philip Miller publie son dictionnaire du jardinier. Il y documente une coutume curieuse. Il observe les villageois qui, au début du printemps, se rendent sur les plages de Galets et creusent à main nue dans les tas de pierres. Il recherche les jeunes pousses blanches et tendres qui émergent des racines souterraines profondes. On l'appelle verrue charbonneuse marine, la miette antique. Miller écrit que, cuites, ces pousses rivalisent avec les artichauts en termes de saveur, mais il n'en est pas l'inventeur. Les habitants en consommaient depuis des siècles. Des preuves archéologiques suggèrent que les populations néolithiques le faisaient griller avec des algues sur des feux de camp il y a des milliers d'années. À l'époque romaine, il était reconnu comme un mets délicat. On en conservait des barils marinés pour les longs voyages. Mais en 1731, personne ne la cultive. Ils ne font que prendre ce que l'océan leur offre. Tout change en 1799. William Curtis, un autre botaniste britannique, publie une brochure qui bouleverse l'histoire de l'alimentation. Le titre est aride. Instructions pour la culture de Cranbea maritima. Mais le contenu est révolutionnaire. Curtis comprend quelque chose de profond à propos de cette plante. Dans la nature, les pousses percent des mètres de lourdes pierres de plage. Les pierres bloquent la lumière. La plante peine à atteindre la surface. Et dans cette lutte, les tiges s'allongent, pâlissent et se flétrissent. Curtis se rend compte qu'on peut imiter la plage. Il conseille aux jardiniers de recouvrir les jeunes pousses de peau en terre cuite au début du printemps. L'obscurité totale. Le manque de lumière contraint la plante. Il s'étire. Il panique. Elle concentre tout son sucre dans les tiges pour une croissance plus rapide. Le résultat est un légume au goût entre l'asperge et la noisette, avec une texture semblable à celle du céleri croquant. Soudain, le chou marin n'est plus seulement un aliment de paysans. C'est la fierté de l'Empire britannique. C'est du crumb maritima. Le chou marin, cette plante vivace qui nourrissait les marins, ornait les tables royales et poussait à l'état sauvage sur les plages où rien d'autre ne pouvait survivre. Pour comprendre pourquoi cette plante est si spéciale, il faut regarder où elle vit. Le chou marin est un haloïde. Cela signifie qu'il aime le sel. La plupart des plantes meurent si on leur verse de l'eau salée. Le chou marin en boit. Elle pousse sur les plages de Galets,
Des endroits qui ne sont pratiquement pas de la terre ferme. Des amas de roches en mouvement, du sable et des embruns salés glacials constants. Ce sont des environnements où presque rien d'autre ne poussera. Mais le chou marin ne se contente pas de survivre là-bas. Elle domine. Sur les côtes de Suède, de Finlande et d'Estonie, c'est l'espèce végétale dominante. Lorsque le vent souffle le sable sur la plage, les épais amas de choux marins le retiennent, formant ainsi la base des dunes de sable. Il est construit comme un char d'assaut. Elle possède une racine pivotante profonde qui creuse les pierres pour trouver de l'eau douce. Ses feuilles sont épaisses, caoutchouteuses et bleu-vert, recouvertes d'une pruine cireuse qui repousse le sel comme un imperméable. Ses graines sont liégeuses et flottent. Ils peuvent flotter dans l'océan pendant des mois, surfant sur les vagues pour coloniser de nouvelles plages. C'est une plante vivace. Vous la plantez une fois et elle vous nourrit pendant 10, 12, voire 20 ans. On peut en manger presque toutes les parties. Les jeunes pousses apparaissent au printemps. En été, les feuilles ressemblent à du chou frisé salé. Les fleurs s'épanouissent comme des brocolis violets. On peut même rôtir les racines comme des panais. Mais les Victoriens ne se souciaient pas des racines. Ils voulaient ces séances photos et étaient prêts à payer n'importe quel prix pour les obtenir. Au milieu du XIXe siècle, la folie du chou marin déferle sur la Grande-Bretagne. Les exploitations maraîchères du littoral y consacrent des hectares. Dans le brouillard matinal londonien, les vendeurs ambulants, les fameux costamongers, crient à tue-tête la vente de choux marins frais. Le marché de Covent Garden en vend. Madame Beeton, la déesse de la vie domestique victorienne, le cite comme un aliment de base en cuisine. Mais c'est cher, 9 centimes le panier. Pour vous donner une idée, les asperges coûtent 6 centimes. Une livre de bœuf coûtait 8 pence. Le chou marin était l'un des légumes les plus chers que l'on pouvait acheter. Pourquoi? Car sa culture était un véritable supplice pour le jardinier. Imaginez le processus. Vous plantez la couronne. Il faut attendre 3 ans pour qu'il arrive à maturité. 3 ans à désherber et à attendre avant d'obtenir une seule touche. Puis, chaque printemps, il faut aller dans le champ et placer un lourd pot de forçage en terre cuite d'environ 45 cm de haut au-dessus de chaque plant. On parle de milliers de pots, tous déplacés à la main. Vous attendez 2 ou 3 semaines. Vous regardez sous le couvercle. Est-ce prêt? Est-ce d'un blanc ivoire parfait? Si oui, vous le coupez. Sinon, vous attendez. Après la récolte, il faut retirer des milliers de pots pour que la plante puisse se régénérer au soleil pour l'année suivante. C'était de l'agriculture manuelle. Chaque tige était personnelle, et pendant un certain temps, cela nous convenait parfaitement. Les riches domaines disposaient d'armées de jardiniers. La main-d'œuvre était bon marché. Le goût en valait la peine. Thomas Jefferson en était obsédé. Son calendrier de jardinage de 1815 le montre en train de le récolter à Monticello chaque année en avril pendant 13 ans. Lecru. Prince régent George IV l'a servi dans son palais balnéaire de Brighton. C'était le symbole ultime de réussite sociale. Cela montrait que vous aviez la patience, les terres et le personnel nécessaire pour contraindre la nature à votre volonté. Mais le monde tournait, et l'ère des machines arrivait. La fin du XIXe siècle a fait voler en éclats le système. Les jardins clos sont devenus trop coûteux à entretenir. Les coûts de main-d'œuvre ont explosé. Et un nouveau type d'agriculture s'est imposé. Agriculture industrielle. Les nouvelles règles alimentaires étaient simples. Peut-on le planter avec un tracteur? Peut-on le récolter à la machine? Pouvez-vous le transporter sur 500 mètres par camion? Le chou marin a échoué à tous les tests. Vous ne pouviez pas mécaniser les pots. Un tracteur ne peut pas soulever délicatement un couvercle en terre cuite. On ne pouvait pas mécaniser la récolte. Les pousses s'abîment si on les regarde de travers. Et le pire de tout, sa durée de conservation. Une fois la goulotte à chou marin coupée, le compte à rebours commence. Vous avez des heures, peut-être une journée. Après cela, il se flétrit.
elle perd de sa douceur. On ne peut pas mettre du chou marin dans un train du Sussex à l'Écosse et s'attendre à ce qu'il ait bonne mine à l'arrivée. Comparez cela aux asperges. Les asperges sont coriaces. Vous pouvez l'emballer, le mettre en caisse, l'expédier, et il reste croustillant pendant une semaine. Le marché a donc fait un choix. Il a choisi le légume qui avait survécu au camion et non celui qui avait le meilleur goût. Asperge 1. Le chou marin a disparu. Et une autre tragédie se déroulait en arrière-plan. Les plantes sauvages disparaissaient, elles aussi. La demande victorienne était si forte que les cueilleurs ont dépouillé les plages. Ils n'ont pas simplement coupé les pousses, ils déterraient des souches entières pour les vendre à des jardins privés. Des colonies entières, existant depuis l'ère glaciaire, ont été anéanties en quelques décennies. Lorsque le gouvernement britannique a interdit la cueillette sauvage au début des années 1900, il était trop tard. Le mal était fait. En 2000, la production commerciale de choux marins avait pratiquement disparu en Grande-Bretagne et en France. Le légume qui coûtait autrefois plus cher que le bœuf a disparu du menu. Aujourd'hui encore, les populations de choux marins sauvages ne se sont pas rétablies. En Irlande du Nord, elle est confinée à une seule colonie. Dans une grande partie de son aire de répartition historique en Grande-Bretagne et en Irlande, il est devenu rare. Elle est inscrite sur la liste de la Wildlife and Countryside Act comme une espèce qui ne doit pas être prélevée dans la nature. Non pas parce qu'elle est rare à l'échelle mondiale, mais parce que l'homme l'a presque détruite par surexploitation. Alors, qu'avons-nous perdu en troquant le chou marin contre des asperges? Nous avons perdu une véritable mine d'or nutritionnelle. Les marins le savaient intuitivement. Le chou marin est riche en vitamine C. Une seule portion en contient autant que les agrumes et bien plus que la plupart des légumes verts. Elle a stoppé net le scorbut. Elle est riche en vitamine K, bénéfique pour la santé osseuse. Elle contient plus de potassium que les asperges. Comme ses cousins de la famille des brassicacées, tels que le chou frisé, le brocoli et le chou, il est riche en glucosinolates. Ce sont les composés soufrés qui lui donnent ce côté piquant. La science moderne leur attribue de puissantes propriétés anticancéreuses. Nous avions une plante qui poussait gratuitement sur des terres impropres à l'agriculture, sur les plages. Cela ne nécessitait ni engrais, ni pesticides, ni eau douce. Et nous l'avons remplacée par une culture qui nécessite des sols de première qualité, une irrigation intensive et un transport international. Cela n'a aucun sens, sauf si vous êtes responsable logistique. Mais la nature est patiente. Au cours de la dernière décennie, quelque chose a changé. Les chefs ont commencé à regarder en arrière. Le mouvement de cueillette a explosé. Les gens voulaient une nourriture qui ait le goût du lieu. Et le chou marin est le summum de la saveur côtière. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver. C'est rare. C'est cher. Parfois 20 $ la livre sur les marchés londoniens, mais le prix est là. Aux États-Unis, elle s'est étrangement naturalisée sur la côte ouest. Si vous vous rendez dans d'anciens postes de gardiens de prison en Oregon ou en Californie, vous pourriez le voir pousser à l'état sauvage, près des maisons des gardiens. Les gardiens l'ont planté il y a 100 ans car c'était le seul légume capable de survivre aux embruns salés. Les gardiens sont partis. Les plantes restent. Elle est même devenue une plante ornementale. On peut l'admirer à Brooklyn Bridge Park, à New York, plantée parmi les graminées et les marguerites, pour ses magnifiques fleurs blanches. La plupart des gens passent devant sans se douter qu'ils ont sous les yeux un trésor culinaire oublié. Le chou marin nous le rappelle. Cela nous rappelle que l'efficacité n'est pas le seul critère qui compte. L'agriculture industrielle a abandonné cette plante car elle refusait de coopérer. Cela nécessitait du travail manuel. Cela exigeait de la patience. Elle exigeait le respect. Mais ce sont précisément ces qualités qui donnent du sens à la nourriture. Nous avons conçu un système alimentaire destiné au camion, pas au goût. Nous avons optimisé la durée de conservation, pas la durée de vie. Mais la plante n'a pas changé. Elle est toujours là, posée sur le sable,
attendant que nous nous souvenions que les meilleures choses de la vie ne peuvent être mécanisées. Certains légumes valent la peine d'être cultivés. Si ce trésor vous a ouvert les yeux sur ce que nous avons laissé derrière nous, abonnez-vous au trésor perdu de la nature. Nous exhumons l'histoire que le monde moderne a tenté d'enfouir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.